Donc, on va maintenant passer à une présentation de Liane Poliquin qui va nous expliquer si se mettre la face dans un chat, c'est bon pour la santé mentale. Non, je blague. Elle va quand même parler de santé mentale et des animaux de compagnie. Sa présentation s'appelle « Avoir un animal pour sa santé mentale, c'est pas bête ». Et pour l'introduire, elle est au doctorat en psychologie au profil de recherche et intervention à l'UQAM. Elle s'intéresse naturellement aux relations entre les humains et les animaux, leur bien-être et les impacts de ces relations sur notre santé mentale. Et répond à la question, dans le fond, est-ce que les animaux domestiques sont vraiment bénéfiques pour le bien-être? Donc, merci de l'accueillir chaleureusement. Bonsoir. Donc, ma présentation, elle s'appelle Avoir un animal pour sa santé mentale, c'est pas bête. Et donc, je voulais vous demander, là, à main levée, qui ici, dans les 3 dernières années, a adopté un animal ou connaît quelqu'un qui a adopté un animal de compagnie? Fait que quand même pas mal de personnes, hein, puis c'est pas étonnant parce que depuis les 3 dernières années, il y a vraiment la croyance qui a circulé que les animaux avaient vraiment des effets pour notre bien-être, puis que être propriétaire d'un animal domestique, ça serait peut-être gage d'une meilleure santé mentale que chez les non-propriétaires d'animaux. Fait que comme on peut le voir ici, c'est assez circulé dans les médias. Et à cette croyance, je répondrais... Oui, mais non. Il y a quand même besoin d'avoir quelques précisions qui sont apportées. Et donc, je trouvais important de creuser cette croyance-là avec vous ce soir et d'un peu démystifier là, sur quels facteurs psychologiques spécifiquement est-ce que les animaux ont des effets bénéfiques pour nous versus nos relations avec nos proches humains. Et donc, on a demandé à des propriétaires d'animaux canadiens de répondre à un questionnaire en ligne et on a obtenu 1220 réponses. Dans cet échantillon-là, il y avait 56% de femmes et 44% d'hommes. Et on demandait aux personnes de répondre aux items qui leur étaient présentés, premièrement en faisant référence à la relation qu'ils avaient avec leur animal de compagnie et deuxièmement en faisant référence à la relation qu'ils ont avec leurs proches. Et on a évalué 5 facteurs psychologiques spécifiques. Donc, le premier, c'est l'acceptation inconditionnelle qu'on va ressentir dans notre relation avec l'animal. Ensuite, on a évalué les connexions sociales qui vont être favorisées par cette relation-là, suivi de la pleine conscience, donc un peu le mindfulness. Les attentes sociales perçues, donc ça, c'est vraiment la perception qu'on a que nos proches ou notre animal a des attentes envers nous. Et finalement, l'authenticité ressentie dans la relation, soit avec l'animal ou nos proches. Et on a demandé aux participants de répondre sur une échelle de 1 à 5. Donc, 1 étant, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, et 5 étant, 1 étant, je suis totalement en désaccord, et 5 étant, je suis totalement en accord avec ce que vous dites. Et vous remarquerez que le numéro 4 et le numéro 5 sont identifiés avec une petite étoile, parce que c'est vraiment sur ces facteurs-là qu'on va remarquer que ça vient nuancer un peu les bénéfices qu'on retrouve dans les relations avec nos animaux. Donc, si je commence par l'acceptation inconditionnelle, c'est quoi? C'est vraiment le sentiment de se sentir valorisé, respecté et accepté inconditionnellement dans cette relation-là avec notre animal ou nos proches. Et les recherches ont montré que plus on perçoit d'acceptation inconditionnelle dans nos relations, meilleure va être notre qualité de vie. Fait qu'on peut croire que c'est quand même un bon prédicteur pour notre bien-être. Et on demandait aux participants de répondre à des items comme, par exemple, je sens que mon animal m'apprécie en tant que personne. Ensuite, pour ce qui est des connexions sociales, c'est le fait que notre relation avec l'animal, elle va favoriser plus de connexions sociales, elle va nous permettre d'étendre notre réseau, d'agrandir la taille de notre réseau social. Et dans la littérature, c'est vraiment très clair là, que les animaux pourraient agir en tant que lubrifiant social. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, si je vais promener mon chien au parc, j'ai plus de chances de me faire arrêter et d'avoir des interactions sociales. Donc, je risque de rencontrer plus de gens. Mes interactions vont être plus nombreuses parce que mon chien est vraiment cute et on veut le flatter.
Puis avoir un animal, ça nous amène aussi à fréquenter des lieux, puis rejoindre une espèce de communauté, comme les parcs à chiens, les concours de dressage, le canicross. Et donc, on demandait aux participants à quel point votre relation avec votre animal, vos proches, vous permettent de participer à des activités sociales, de rencontrer des gens et de rendre service à d'autres propriétaires d'animaux ou à des gens dans votre communauté. Ensuite, quand on a évalué la pleine conscience, on s'intéressait vraiment au sentiment d'être alerte de nos émotions, de notre environnement, de nos pensées. Et il y a vraiment beaucoup de thérapies de pleine conscience qui utilisent maintenant les animaux parce que, à ce qui paraît, les animaux nous permettraient de se sentir vraiment connectés à eux dans nos relations de par leur capacité à être vraiment présents dans le ici et le maintenant. Tu sais, c'est rare que notre chat va avoir des inquiétudes face à son futur ou son passé. Et donc, leur capacité à être vraiment en pleine conscience avec nous, ça va nous permettre à nous de se déposer dans cette relation-là et de vraiment se sentir grounded, si on veut. Permettez-moi l'expression. Et donc, on demandait aux gens, par exemple, c'est facile pour moi de me concentrer sur ce que j'ai à faire dans ma relation avec l'animal. Ensuite, pour ce qui est des attentes sociales perçues, ça, c'est vraiment la perception qu'on va avoir, nous, que notre animal s'attend à ce qu'on ressent seulement des émotions positives, donc un peu dans le good vibes only, et qui ne s'attend pas à ce qu'on soit, par exemple, déprimé, triste, anxieux, stressé. Et malgré que la littérature montre que les animaux auraient moins d'attentes sociales perçues envers nous, le fait de penser que notre animal va vraiment va accepter notre grande range d'émotions, donc des émotions autant positives que négatives, ça peut mener de notre côté à un débordement émotionnel dans notre relation avec l'animal. Ce qui n'est pas vraiment une réponse adaptée là, pour réguler ses émotions. Et donc, ça pourrait laisser croire à des difficultés, justement, de régulation émotionnelle. Donc, on évalue ça en demandant aux participants, par exemple, mon animal s'attend à ce que je ne me sente pas dépressif ou dépressive, ou mon animal m'aime moins lorsque je me sens stressée. Et finalement, pour le dernier facteur psychologique, ce qui est l'authenticité ressentie, c'est que dans notre relation avec les animaux, on va vraiment sentir qu'on n'a pas besoin de porter un masque. On peut montrer notre vrai visage, autant les aspects positifs et négatifs de notre personne, tout en étant dans le non-jugement et dans l'acceptation. Par contre, on peut penser que de se sentir seulement authentique en présence de notre animal de compagnie, c'est un peu problématique parce que si on sent qu'on peut vraiment être notre vraie personne en présence de notre chat, ça peut laisser croire à certaines difficultés psychologiques sous-jacentes. Et on évaluait ça en demandant aux personnes, par exemple, c'est important pour moi de comprendre les besoins et les désirs de mon animal. Et donc, on a évalué ces 5 facteurs-là, on a tout colligé les réponses et ça donne ça ici. Donc, on a remarqué que dans les relations avec les animaux, les participants rapportaient ressentir une plus grande acceptation inconditionnelle que dans les relations avec leurs proches. Ça concorde avec la littérature. On remarque aussi que les participants se sentaient plus authentiques et ressentaient que leur animal avait moins d'attentes sociales envers eux ou envers elles. Par contre, les personnes ont rapporté que c'est vraiment dans leurs interactions et leurs relations avec leurs proches humains ça leur permettait d'augmenter leur réseau social, de rencontrer plus de gens, puis de répondre un peu, comme Marie-Jeanne l'a expliqué, à leurs besoins d'affiliation. Et on remarque aussi que le degré de pleine conscience qu'on ressent dans nos relations d'humain à humain, c'est vraiment similaire au degré de pleine conscience qui est ressenti dans nos relations avec nos animaux de compagnie. Donc, il n'y a vraiment pas de différence significative de ce côté-là. Et donc, je reviens à ma question, est-ce qu'être propriétaire d'un animal de compagnie, ça veut dire que j'ai un meilleur bien-être? Je vous dirais que
c'est important de nuancer parce que, comme je viens de vous le montrer, oui, les animaux ont des effets bénéfiques sur notre santé mentale, sur notre bien-être, mais c'est vraiment sur quelques facteurs spécifiques et il y a vraiment des besoins qu'on a en tant qu'humains qui ne peuvent être répondus que dans les relations qu'on a avec nos proches humains. Donc non, adopter un chat ne remplace pas d'avoir des amis. Et c'est pas mal ça pour moi, en fait. Voilà. Bonjour, moi je me suis posé la question, pardon, je me suis posé la question, c'est est-ce que vous avez regardé par rapport aux différents types d'animaux? Par exemple, les chiens, c'est vrai qu'on va avoir plus de facilité à discuter avec notre entourage ou rencontrer du monde. Ça va peut-être être moins le cas avec un chat qui va être plus autonome, mais aussi avec par exemple des animaux comme des lapins, des hamsters, des choses comme ça. Est-ce que le type d'animal de compagnie va avoir un impact sur les réponses des sondés? C'est une bonne question. En fait, dans cette recherche-là, on n'a pas vraiment regardé le type d'animal. On demandait à la personne si, par exemple, tu as un lapin et un lézard, de te référer à l'animal auquel tu te sens le plus proche. Fait que si c'est ton lapin, il répondait en faisant référence à leur lapin. Fait que non, on n'a pas vraiment regardé cette différence-là, mais dans la littérature, c'est vrai qu'il y a plus, il y a des espèces qui vont vraiment faciliter ce lien-là qu'on ressent avec eux, qui vont être plus, qui vont répondre plus là, à nos interactions. Si on compare un poisson versus un chien, c'est certain que on va peut-être ressentir plus d'interactions amusantes, on va peut-être ressentir plus de bienfaits en présence de notre chien que de notre poisson, effectivement. Oui, petite question. Je suis en deuil d'un compagnon. Puis je voulais savoir si, dans la recherche, qu'est-ce que ça dit par rapport au deuil d'un animal versus le deuil d'un humain? Est-ce que ça a les mêmes impacts psychologiques ou il y a des nuances? Bien, tout d'abord, mes condoléances. J'ai pas vraiment lu sur le sujet, mais... surprise, surprise, je suis technicienne en santé animale. Fait que le deuil animal, c'est quelque chose avec lequel je suis assez familière. Puis je te dirais que c'est quand même, les animaux, c'est quand même, ça représente une personne ou un être significatif pour nous dans notre vie. Fait que malgré que peut-être l'intensité du deuil n'est pas la même, c'est sûr que les étapes du deuil, on va les ressentir probablement similairement à un deuil qu'on ferait d'un de nos proches humains. Oups. Mais je t'entends, ouais, je t'entends bien. Je répondrais, merci pour ta question. Je trouve pas que c'est gênant. Fait que je répondrais en deux étapes. Premièrement, par exemple, comme tu dis, si on a un trouble, on est juste stressé, on est anxieux, c'est certain que notre animal, puis là je parle plus peut-être des chiens, mais les chiens aussi, ils vont ressentir la différence au niveau physiologique. Là. Dans ton corps, tu vas sécréter des hormones, ça va être différent. Ça, ils vont le sentir. Mais je te dirais que, tu sais, l'intention de ton chat de te bouder parce que tu l'as tassé de la chaise, je pense que ça, c'est plus du registre de l'anthropomorphisme. Puis comme tu l'as mentionné, c'est toi qui projettes ton interprétation de son comportement parce que tu te sens mal de l'avoir tassé. Fait que oui, ils vont sentir, par exemple, notre stress, tout ça, mais tu sais, est-ce qu'il est fâché parce que tu l'as tassé?
je pense que ça, c'est peut-être justement une interprétation de sa réponse comportementale. Merci.